Donc oui, on va discuter de ce fameux sens qu'est l'olfaction ce soir, et ses rapports avec les processus émotionnels. Mais comme on va parler beaucoup de perception, j'aimerais vous faire un petit aparté pour vous rendre consciente et conscient, si ce n'est déjà pas le cas, que notre environnement qu'on perçoit autour de nous est une construction complexe qui émane très probablement de notre cerveau et qui nous permet d'interagir avec le monde et autrui. Et c'est une petite expérience qui ne parle pas que de perception, mais qui parle aussi de la capacité de notre système nerveux central et de notre esprit que de prédire comment le monde devrait être. Et vous avez devant vous un échiquier avec des carrés gris, parce que moi je vois gris et blanc, et avec un cylindre vert qui semble projeter une ombre sur cet échiquier. Et vous allez être sûrement d'accord avec moi que le carré A, donc il y a un petit A dedans, ce carré, et le carré B, qu'on pourrait qualifier d'un gris plus foncé que l'autre. Vous êtes d'accord? Hein? C'est raisonnable. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que si je maintenant prends un petit bout du carré A et que je le transfère sur le carré B, eh bien évidemment je ne sais pas changer la couleur avec PowerPoint d'un petit carré comme ça. En fait, ils sont exactement de la même couleur. Et je vous le refais, pour plaisir. Donc, ce A et ce B que vous percevez de manière avec deux gris différents sont exactement du même gris. Et vous ne pouvez pas vous affranchir de voir deux gris différents. Et puis même, il y en a chaque fois qu'après la conférence me disent « Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. » Ben si. Je sais que c'est désagréable à entendre, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des manières de reconstruire la réalité qui font référence aux règles qu'on a apprises à travers notre développement. En fait, un tout petit bébé verrait ces deux carrés exactement du même gris. Parce qu'il n'a pas appris que l'ombre d'un objet qui se projette sur une surface modifie la perception des gris. En fait, c'est ce que votre cerveau fait là. Il dit, il y a un objet qui projette une ombre, et donc cette ombre obscurcit quelque peu la zone qui est sous cette ombre, et donc ce gris-là doit être plus clair que ce gris. Et bien c'est fou. Un autre exemple, c'est ça, ça tournait sur les réseaux pendant plusieurs mois. Donc, qui l'aperçoit blanche et dorée? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, et les autres? Oui, bleu et noir. Et donc, vous discuterez plus tard entre vous pour vous mettre d'accord. C'est vraiment... Moi, j'avais aussi blanche et dorée. Mais j'ai pas plus raison que ceux qui la voient noir et bleu. Et donc ça, ce sont des différences interindividuelles dans la capacité de nos systèmes à représenter des éléments de la réalité. Et en olfaction, c'est aussi le cas. Et c'est ce qu'on va discuter un peu maintenant. Donc on va discuter de contexte, de comment le contexte de l'odeur peut modifier notre perception, et comment notre perception peut aussi modifier l'odeur qu'on perçoit. Et évidemment, comme je suis un peu geek du cerveau, eh bien, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans ces situations. Et on va avoir une série d'expériences
qui ont été réalisés à travers des labos du monde et qui, vous verrez, sont parfois assez étonnants. Oui, madame. Juste une question pour l'explication pour la robe, parce que ma collègue voit l'autre couleur. Donc c'est une question de perception de gène, de perception, ou bien c'est une question d'illusion d'optique comme tout à l'heure? C'est juste une clarification que... Alors cette illusion-là n'est pas une illusion d'optique. Alors j'aurais pu vous faire tout un cours sur les illusions d'optique, parce qu'il y a en effet des illusions d'optique qui sont des résultats de l'organisation de notre système visuel. Mais là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une illusion d'optique. C'est une illusion de prédiction, si vous voulez. Ce cas-là est plus une illusion de bas niveau, c'est-à-dire que notre système, à travers différentes étapes du traitement visuel, pondère différemment certains types d'informations. Et donc certains types de fréquences qui sont produites par cette image. Oui. Mais on pourrait faire toute une journée sur la vision. On peut parler de réflexion. Oui. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas voir l'un ou l'autre. Si on voit un, on ne voit qu'un. Dans ce cas-ci, oui. Mais il y a des cas où vous pouvez faire basculer l'illusion, en effet. Ben, c'est ces fameuses illusions que vous connaissez, du vase et des deux visages, par exemple, c'est un classique. On va aussi parler beaucoup d'émotions, et évidemment je vais vous proposer une petite définition de l'émotion, avec cette idée que l'émotion c'est un épisode, donc l'épisode dit déjà quelque chose de la durée temporelle, c'est en principe c'est assez court, hein, à l'inverse de l'humeur par exemple, et qui crée, ou qui peut se définir comme une modification dans toute une série de différents sous-systèmes de l'organisme qui sont, à un moment donné T, modifiés. Hein, et puis, vous en avez fait l'expérience, vous sentez votre cœur battre, vous voyez l'être aimé et vous ressentez de l'amour. Vous ressentez des émotions qui sont liées à l'autre. Un des critères, c'est qu'il y a une sorte de synchronisation, une concomitance entre ces différentes modifications des différents sous-systèmes, et ça va générer une prise de conscience d'un état interne, pas habituel, et vous allez dire « Ah, je suis irrité, je suis joyeux, je suis triste ». Et ce qui est aussi critique dans l'émotion, et ça rend d'ailleurs son étude assez complexe, c'est que il y a une part subjective évidemment essentielle, c'est-à-dire qu'une personne qui est irritée par le bruit, par exemple, par des cris d'enfant, une autre personne ne va pas du tout être irritée, va trouver ça au contraire chou. Donc il y a des différences interindividuelles importantes. Et c'est lié, ces différences interindividuelles, aux besoins, buts et valeurs de l'individu. Ici et maintenant, et en général, l'importance qu'elle apporte à certains éléments de la réalité. Pensez à l'écologie, pensez aux valeurs en général de la société, qu'on partage ou pas, qui vont nous mettre dans des états émotionnels à l'occasion d'une situation ou d'une autre. Donc on a ces 5 composantes, et je vais brièvement les présenter. Donc d'abord, tout ce qui est la machinerie cognitive, si vous voulez. On a beaucoup étudié quelles sont en fait les évaluations cognitives, on parle d'appraisals, qui sont déterminants pour expliquer les processus émotionnels. Et puis je peux vous donner des exemples. Donc l'agentivité, par exemple, c'est-à-dire le fait que vous attribuez la responsabilité d'une action à une personne, ou à une situation ou à un objet, va changer si, par exemple, vous vous encoublez sur le pied de quelqu'un, ou si vous encoublez sur le pied d'une table. En plus de cette agentivité, vous allez aussi attribuer des états intentionnels à l'individu. Soit vous avez pensé que la personne l'a fait exprès, ça vous savez bien que c'est
peu plus énervant que celle-là, pas fait exprès. Et vous avez toute une série de mécanismes cognitifs comme ça qui vont être impliqués dans la genèse de l'épisode émotionnel. Évidemment qui sont traités à travers notre système cérébral. Ça va impliquer tout un réseau qu'on discutera aujourd'hui. Un autre élément que j'ai évoqué, c'est tout cet aspect physiologique. Il y a même des personnes qui définissent l'émotion comme la réaction ou l'ensemble des réactions corporelles. Cette tachycardie que vous pouvez avoir, cette respiration haletante, ces mains moites que vous pouvez avoir dans une situation de stress, etc. Tout ce ressenti corporel qui d'ailleurs parfois est difficile à expliciter. Des fois de la peine à mettre des mots sur un sentiment qu'on trouve. Le système moteur, ça c'est toute l'expression, donc l'expression faciale, on va en discuter un peu tout à l'heure en lien avec l'olfaction, mais aussi la production vocale. Maintenant je suis en train de parler, et puis ma voix, elle n'est pas tout à fait comme elle est d'habitude sûrement. Et puis les gestes, la posture, donc tout ce qui est expression, et d'ailleurs qui vont être des phénomènes très importants dans l'interaction sociale, parce que ça va nous permettre de décoder l'état mental d'autrui, et puis de nous adapter aux conséquences. Un autre sous-système très important, c'est le système motivationnel. Le fait que des motivations vont être des antécédents de l'émotion. Vous avez certaines motivations, par exemple à réaliser quelque chose, et puis quelqu'un l'empêche, soit intentionnellement, soit peut-être pas intentionnellement, et bien ça va vous énerver, même pas en général qu'on nous empêche d'atteindre nos buts. Mais ça va également, en termes par exemple d'attention, modifier notre motivation à porter de l'intérêt à quelque chose dans l'environnement. Une situation, vous êtes en train de lire un livre et puis il y a un cri dans la chambre d'à côté, où il y a vos enfants qui se bagarrent dans la chambre d'à côté, eh bien vous allez porter votre attention sur ce qui est peut-être un problème et aller essayer de le résoudre. Donc ça va aussi modifier ce que vous avez ici et maintenant en mémoire de travail comme occupation, comme chose à régler. Et puis ce fameux sentiment subjectif. On pense, d'ailleurs on dissocie ce qui est de l'ordre du processus émotionnel, donc de tout l'ensemble de ces modifications, de ces différentes composantes, et puis la représentation qu'on en a. Ce sentiment subjectif, nous, humains, on est capable aussi de mettre des mots, de le catégoriser, de raconter notre état interne avec plus ou moins importante richesse de vocabulaire. Il y a aussi des grosses différences interindividuelles dans la capacité de caractériser son état émotionnel. On pense que les grands primates aussi ont ce genre de sentiment subjectif. Jusqu'où ça va dans l'histoire des espèces, jusqu'où on peut descendre, est-ce que les serpents ont un sentiment subjectif, est-ce que les sauterelles, les calamars, je ne sais pas. On pense qu'il faut tout un équipement neuronal pour pouvoir avoir cette représentation. Et évidemment, cette représentation, elle est essentielle parce qu'elle permet aussi la régulation. Elle permet de se rendre compte de son état, d'en discuter avec autrui, d'élaborer là-dessus, et peut-être ainsi de modifier ce sentiment. Et donc l'émotion, c'est l'ensemble des modifications dans toutes ses composantes à un moment donné T, qui en principe ne dure pas des heures, est souvent assez éphémère, comme je disais, contrairement à l'humain. C'était un préambule pour poser un pavé sur les processus émotionnels. Alors Rousseau n'a pas parlé que de musique, parce qu'il a beaucoup écrit sur la musique, sur plein d'autres choses. Mais il a aussi écrit l'odorat ébranle le psychisme plus profondément que la vue et l'ouïe. Il y a ce paradoxe qui est que l'olfaction, en fait,
c'est le sens qui a un accès, on va l'expliquer pourquoi, à nos émotions le plus puissant, et probablement c'est aussi le sens sur lequel l'élaboration qu'on réalise est la plus pauvre. Et c'est pas très clair pourquoi on n'élabore que très peu sur l'odeur. On parle peu de nos odeurs corporelles entre nous. Il y a toute une connotation négative à ça. Pourtant, c'est un phénomène parfaitement naturel. Donc il y a un gros aspect culturel dans ce rapport à l'odeur. On va en discuter plus en détail à la fin de cette discussion. Mais c'est un paradoxe intéressant. Et ben, ce soir, on en parle. Parfois, on en parle. Au niveau cérébral, l'information émotionnelle est traitée en une série de mécanismes qui peuvent être assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est d'avoir 3 grandes phases, en fait, des mécanismes émotionnels. Une première phase qui a lieu environ dans les 100 premières millisecondes lorsque vous percevez quelque chose dans l'environnement, qui va impliquer des structures très anciennes sur le plan de l'histoire des espèces. C'est-à-dire, typiquement, c'est des régions qu'on partage avec les reptiles. Et qui vont, donc, à partir d'un sens, qui peut être le sens visuel, auditif, tactile, ici on parlera d'olfaction, atteindre des structures sous-corticales, qu'on appelle, qui sont au centre de notre cerveau, et que nous, qui travaillons sur l'émotion, on aime beaucoup, c'est particulièrement les régions amygdaliennes, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc ce n'est pas les amygdales de la gorge, les amygdales dans votre cerveau, qui sont centrales dans l'olfaction. Et donc il y a déjà des traitements. Et là, il y a toute une littérature qui montre qu'il y a toute une série de mécanismes cérébraux qui ont lieu et pour lesquels, vous, comme sujet pensant, et moi inclus, on n'a aucune représentation. Par exemple, il y a des gens qui réagissent à un son qu'ils n'entendent pas. Parce que le son agit sur des réseaux de neurones profonds dans le cerveau qui vont modifier l'action, même si la personne a une destruction des cortex auditifs et qu'elle n'entend pas subjectivement. Donc on peut réagir à du son sans l'entendre, mais il y a encore pire. Il y a des gens qui réagissent à des visages émotionnels alors qu'ils ne les voient pas, parce qu'ils n'ont plus de cortex occipital visuel. Ça, c'est des cas en neuropsychologie clinique qui sont rares, hein, c'est des lésions cérébrales suite à des AVC dans des endroits spécifiques du cerveau. Et ça dit de cette capacité de nos systèmes à traiter des informations sans que nous, comme sujets pensants, on en ait conscience. Et on va voir que dans l'olfaction, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a plein de mécanismes qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est bien, ça remet un peu en cause l'idée du contrôle qu'on a sur le monde. Un peu plus tard, vers 170 millisecondes, il y a ces structures cérébrales très profondes que j'ai évoquées, comme l'amygdale, vont impacter en fait sur le corps. Il y a toute une série de mécanismes, et puis c'est comme ça qu'il va y avoir la réaction cardiaque, il va y avoir la modification de la respiration, la sudation augmentée. Et finalement, enfin, vers 300 millisecondes, vous avez un rétrofeedback de ces modifications corporelles. Donc ces modifications corporelles qui ont eu lieu dans votre corps sont représentées dans votre cerveau. Vous en prenez conscience et vous faites en lien avec la situation que vous avez évaluée ici et maintenant. Et vous prenez conscience environ vers 300 millisecondes, alors qu'il y a eu toute une série d'étapes préalables. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve à agir de manière très surprenante, à rattraper un verre qui tombe, même si on n'a même
pas eu du tout conscience et de réflexion autour du fait qu'il tombait. Et qu'on a projeté notre bras pour raconter. Puis des fois on rate. Ok, l'olfaction. Donc il y a ces molécules dans l'air. Et vous avez deux grands systèmes dans l'olfaction. C'est le système olfactif lui-même, c'est-à-dire que vous allez percevoir une odeur. Enfin, votre système va traiter une information volatile, et parfois vous allez vous en rendre compte, et vous allez catégoriser de l'odeur. Enfin, je peux l'odeur de citron, de lilas, de quelque chose. Et vous avez un autre système qui est le système trigéminal, qui est un système complètement dissocié sur le plan cérébral, qui lui traite l'aspect frais ou irritant. Donc quand vous sentez de la menthe, vous avez une odeur de menthe, mais vous avez aussi une contribution trigéminale qui fait que ça vous paraît frais. Quand vous mangez des épices, c'est pareil. C'est un système qui est très sensible à certaines molécules comme la capséine, qui va irriter les muqueuses. Donc, c'est vrai que je l'ai déjà dit, ces rapports à l'émotion, autant on est très bon, enfin plus ou moins bon à élaborer sur le plan de la vision et sur le plan, par exemple, de l'expression faciale, mais aussi de l'audition, à entendre de l'émotion dans la voix. Autant il y a beaucoup moins d'élaboration sur le plan de l'olfaction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a aussi dans la littérature, en fait, scientifique, beaucoup moins de travaux sur l'olfaction que sur la vision et l'audition, pour des raisons de complexité technique de délivrer des odeurs de manière très contrôlée. Donc il y a différentes fonctions de l'olfaction. Une fonction, c'est sur évidemment l'ingestion des aliments du quotidien. Donc la détection, l'identification, la régulation de l'appétit, l'allaitement, ce sont des éléments cruciaux dans l'ingestion d'aliments, qui est essentiel pour notre énergie. L'évitement des dangers de l'environnement, la détection de substances toxiques, par exemple, qu'elles soient volatiles ou qu'elles soient dans la nourriture. Très bon à détecter la pourriture. La viande avariée, par exemple, c'est compliqué à manger. Ça dégoûte profondément. Et on n'arrive pas à inhiber, c'est aussi intéressant, c'est que inhiber une odeur de dégoût, c'est extrêmement difficile. Alors qu'on arrive assez bien à réguler des situations d'image dégoûtantes. Par contre, l'odeur est tellement envahissante sur notre système qu'on n'arrive pas à s'y habituer. Il y a des mécanismes d'habituation beaucoup plus lents que pour l'audition ou pour la vision. Et puis évidemment la communication sociale, et ça on va en discuter en long, en large, pour la reproduction, mais également dans l'interaction quotidienne. Alors, deux voies pour le traitement olfactif, qui sont reliées à leur fonction d'ailleurs. Les voies directes qu'on dit orthonasales, donc quand vous respirez par le nez, ça va directement, les molécules, frapper la muqueuse, l'épithélium olfactif, qui est situé ici en haut de votre cavité nasale. Et puis la rétronasale, qui est évidemment essentielle dans la gustation, donc tout ce qui réfère aux odeurs que vous éprouvez, que vous attribuez au goût, erroné, et ces odeurs qui passent en fait derrière votre gorge et viennent toucher l'épithélium olfactif. Et puis cet épithélium olfactif, il est fait de petites cellules dites mitrales qui se finissent par des petits cils, et ces petits cils baignent dans une muqueuse. Muqueuse qui permet en fait d'humidifier les molécules, de les rendre plus solubles, et donc
plus facilement traitables par ces petits cils qui ont à leur surface des protéines réceptrices de l'odeur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a toutes et tous un certain bagage de ces protéines. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous, et ça fait l'objet d'un prix Nobel, par nos gènes, un certain paysage de ces protéines olfactives. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle des anosmies spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs qu'on ne perçoit pas comme individus. Mais tout et tous un peu différents. Mais évidemment, vous ne le savez pas, à moins que ce soit des odeurs très courantes, vous ne le savez pas. Parce qu'il faut tester systématiquement pour s'apercevoir qu'on est anosmique à, je ne sais pas, une certaine molécule dans la cardamome. Les anosmies sont un peu plus fréquentes que d'autres. Il y a aussi des anosmies qu'on attrape. Hein. Madame a un rhume. Le rhume, c'est typique de la création transitoire, heureusement, d'anosmies. C'est des lésions cérébrales qui créent des anosmies. Et puis ces petits cils donc, vont provoquer à travers un mécanisme que je ne vais pas détailler ici, qui s'appelle la transduction. C'est-à-dire que les protéines, elles vont créer un mécanisme qui va faire rentrer du calcium dans les membranes cellulaires et va créer ce qu'on appelle une dépolarisation et le neurone, puisque c'est des bouts de neurones, va décharger à un certain seuil. Cette information, cette décharge électrique, parce que ce que vous percevez, ce n'est que des décharges électriques, eh bien, va être véhiculée dans ce bulbe olfactif qui, si on m'enlevait la mâchoire et les yeux, est situé exactement au-dessus des yeux. Il s'enfonce comme ça en arrière. Il va se projeter en fait sur un cortex, qui est le cortex piriforme, qui est le cortex primaire du sens olfactif. C'est là où se construit la représentation de l'odeur. On va voir pas seulement, puisqu'il y a toute une série d'effets d'autres structures cérébrales sur ce cortex piriforme, ici situé à peu près à ce niveau-là et à peu près à cette hauteur. À l'intérieur. Il y a deux régions critiques, je l'ai déjà évoqué une, c'est l'amygdale. Là, donc ça c'est le cerveau comme si on me tranchait la tête là, on enlevait cette partie, et dans les lobes temporaux, deux grosses structures qui, comme j'ai dit, on partage avec un très grand nombre d'animaux, inclus les reptiles. Et qu'un conglomérat de petits noyaux et qu'on adore parce que, en fait, quand on a une émotion, celle-ci, elle décharge comme une folle. C'est une structure qui décharge chaque fois que vous éprouvez des émotions. Oui. Pardon, il y en a deux ou il y en a une? Il y en a deux. Les amygdales, oui, tout à fait. Il y a une amygdale gauche et droite. Gauche, droite, ouais. Et puis, vous avez ce cortex orbitofrontal, alors ça s'appelle orbitofrontal parce qu'il est juste au-dessus des yeux, et c'est une région critique dans l'élaboration de la représentation de la valeur affective des odeurs. Parce que vous allez attribuer l'odeur un caractère plaisant ou déplaisant parce que vous avez appris certaines contingences, et aussi parce que votre système est construit d'une telle manière que, par exemple, des odeurs d'acide sulfurique, depuis tout petit, vous n'allez pas les aimer. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Le système est irrité par ça. Mais par contre, le fait que vous aimez le durian ou pas, le durian c'est un fruit tropical qui sent extrêmement, mais que moi je trouve très bon au goût, qui est très douceâtre, vanillé comme ça. C'est très bizarre le durian. La crevette, je ne sais pas si vous aimez les crevettes.
Voilà. Maintenant, on va passer sur une série d'études dont elles sont les unes les plus marrantes que les autres. C'est-à-dire qu'elles révèlent des choses qui sont assez improbables. Alors, un des dadas des chercheurs dans l'olfaction, c'est de recueillir les odeurs des gens. Alors ça, on l'a fait aussi. Donc, on demande aux gens de pas mettre de parfum, pas de crème, de se toucher avec un produit qu'on leur donne, sans odeur, voilà. Et on leur demande de porter un t-shirt pendant 24 heures. D'abord, on congèle des bouts de t-shirt. Et ce qu'ils ont fait là, c'est assez rigolo, c'est qu'ils ont demandé aux gens de recueillir leur t-shirt alors qu'ils avaient subi un examen oral, donc qui était très stressant, ou qu'ils avaient fait du sport. Dans les deux cas, les gens ont transpiré, et la question c'est, est-ce que cette odeur va être traitée de manière différentielle par l'organisme? Alors, déjà que si je pose la question, c'est bien connu. Et donc, on demande aux gens, en fait, de respirer à des moments, donc d'exhaler ou d'inhaler à des moments précis. Et on a des systèmes qui s'appellent des olfactomètres, qui permettent de présenter un flux d'air continu avec des petites canules dans le nez, sans qu'il y ait l'information d'arrivage d'une nouvelle odeur. C'est-à-dire que comme vous avez un flux continu, parce qu'en fait on a tout un système tactile aussi dans ces régimes, donc si on envoyait une odeur A ou une odeur B à un moment donné, puis que les gens avaient l'information tactile, là, du flux d'air qui vient, là ce serait biaisé. Donc là ils ont un flux d'air continu, avec de l'air frais, de temps en temps on leur envoie avec des odeurs, mais ils ne savent pas, eux, quand on les envoie avec des odeurs. Et donc ils ont récupéré ces t-shirts, et pour bien être sûr qu'on était en train de mesurer quelque chose qui ferait du sens, vous avez avec les petits triangles la condition de sport et les petits ronds la condition dite d'anxiété liée à cet examen oral et ils ont mesuré chez ces gens-là qui ont fait ces recueils transpiration avec ces t-shirts, le cortisol. Alors, le cortisol, c'est une hormone qui est produite quand vous avez du stress. Ça marche très bien. Dès que vous êtes stressé, paf, vous avez une giclée de cortisol d'hormone qui a fait toute une cascade cérébrale qui vous rend nerveux et hyper vigilant. C'est pour ça que c'est pas très bon de stresser trop longtemps, parce que le système se fatigue. Et vous voyez qu'en fait, les personnes qui ont été exposées, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, montrent une augmentation du cortisol salivaire. On se récupère dans la salive. Donc on a bien quelque chose qui se passe chez ces gens-là, qui étaient dans la situation de stress anxieux lié à l'examen, comparativement à ceux qui étaient en train de courir au bord du lac. Et on a l'habitude de mettre les gens dans ces gros scanners pour quantifier l'activité cérébrale dans les différentes régions. Et ici, vous avez le résultat, en fait, de l'activation cérébrale pour la situation, donc lorsque les gens ont été exposés à cette odeur de stress, comparativement à l'odeur de sport. Les gens sont incapables de faire la différence entre les deux. Et vous verrez qu'en fait, c'est un trend général, c'est-à-dire dans ces expériences, on est incapable, nous, subjectivement, de détecter qu'une odeur de transpiration, elle est dans une situation issue d'une situation de stress ou issue d'une situation de sport. On est complètement au hasard. Pourtant, notre cerveau, lui, n'est pas au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des régions cérébrales qui répondent de manière sélectivement à ces odeurs issues d'une situation de stress,
comparativement à ces odeurs issues d'une situation anodine. Et ce qui s'active, ce sont des régions qu'on connaît pour être impliquées dans les phénomènes d'empathie. Donc c'est cette idée que notre cerveau traiterait cette information que nous on ne perçoit pas et nous alerterait en quelque sorte d'une situation inhabituelle. Et vous allez voir que dans les expériences qui suivent, on a des mesures comportementales qui vont venir étayer ce propos. Une autre expérience, exactement le même principe. Donc on a recueilli des odeurs, alors pensez que c'est sous les bras, dans une situation de stress ou dans une situation anodine d'activité physique, donc très similaire. Et puis on a demandé aux gens, qui n'étaient toujours pas capables de distinguer ces deux types de produits, de juger du niveau de colère sur ce qu'on appelle des visages morphés. Donc on part d'un visage neutre, puis on finit un visage vraiment pathétiquement colérique. Et vous devez décider quand c'est que ça devient colère. Et ce que vous voyez en fait dans ces courbes psychométriques, c'est que donc ça c'est typique, hein, c'est-à-dire vous dites non, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère, ouais, il y a un peu de colère, il y a un peu de colère, un peu de colère, ah oui, il y a beaucoup de colère, il y a un maximum de colère. Donc ça c'est le niveau de colère perçu. Et puis ça, c'est le niveau de menace perçu, sur le niveau de colère quantifié dans le visage. Et vous voyez qu'en fait, cette courbe noire et cette courbe rouge sont significativement différentes dans les zones intermédiaires. C'est-à-dire que les gens qui étaient exposés à des odeurs de stress percevaient de la colère plus précocement dans ces visages que ceux qui étaient exposés à des odeurs de sport. Comme si le système était biaisé à détecter de la menace. C'est rigolo. Alors qu'ils sont complètement... Donc ils disent que c'est exactement la même puissance d'odeur, qu'il n'y a pas de différence de balance non plus, en termes positif-négatif, c'est plutôt ça moyennement plaisant, en fait, plutôt neutre. Et vous avez cette fameuse amygdale qui, elle, fait la différence. Elle détecte ces odeurs issues de situations de stress, comparativement à des odeurs de sport. Oui. Ça, c'est un petit peu quand on dit les gens ils ont du flair, on arrive à voir quelqu'un qui est nerveux ou pas, ou dans les douanes par exemple, il y a des toxiques qui ont ce flair, ils arrivent à détecter ces gens qui... Oui, alors justement, le problème c'est que il n'y a pas d'évidence pour ça dans la littérature. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, c'est bien. On n'a pas pris des gens qui disent « Ah, moi j'ai du flair et je détecte les gens stressés » ou je sais pas. Mais évidemment que les gens et aux douanes et dans plein de situations différentes développent des compétences à détecter des signaux de stress non verbaux que les gens ont de la peine à contrôler. Oui. Ce que vous expliquez à l'instant sur le fait qu'on détecte plus précocement la colère si on a senti une odeur de stress, ça me fait penser à cette expérience de psycho où une personne fait tomber un billet dans la rue et la personne qui va le ramasser va réagir différemment en fonction de si on lui a demandé l'heure avant, donc elle est mieux disposée après avoir fait une bonne action. Ouais. Parce que au niveau de l'odorat, il y a un lien aussi avec justement une prédisposition à l'empathie. Voilà, exactement, c'est exactement ça le propos, c'est qu'en fait, ces molécules qui sont dans ces substances, ou certaines molécules, on va voir après quelques-unes d'elles, biaisent le système, à traiter de l'information. Alors, on a tous des biais divers et variés. On a tendance à percevoir que les autres nous veulent du mal, ou au contraire, tout le monde est très gentil. Donc, on a dit qu'il y a des différences interindividuelles, mais ces différences interindividuelles sont modulées par ce type de mécanisme.
notre stress, il y a potentiellement une différenciation entre le stress positif ou négatif. Parce qu'on peut être stressé positivement comme, je sais pas, quelqu'un qui va à une grande compétition mais qui a envie d'y aller, ou quelqu'un qui est obligé, et voilà. Non, je ne connais pas d'études qui ont cherché à différencier ces deux types de situations. Et les gens qui vont faire du sport, ils sont contents d'aller faire du sport. Donc mais c'est vrai que c'est une production de transpiration dont les mécanismes sont très différents de ceux d'une situation de stress. C'est parti là-dessus. Par exemple, je pense aux musiciens qui vont... donc ils sont contents d'aller sur scène, mais ils sont quand même stressés. Et je ne sais pas si c'est très différent, justement. Voilà une autre expérience où on a recueilli de la sueur donc chez 10 hommes lorsque ils étaient exposés à des films, cette fois, effrayants, ou des films dégoûtants, et on les a présentés à 36 femmes. Bah, oui, vous verrez qu'on fait aussi après le contraire. Imbibé de sueur dite peur, imbibé de sueur type dégoût, et un groupe contrôle sans sueur. Ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont montré, c'est que les réactions qu'on peut mesurer au niveau facial, ce que j'évoquais tout à l'heure dans cet aspect comportemental de l'émotion, les réactions faciales qu'on peut avoir face à certaines situations, on peut les mesurer avec des petites électrodes, de l'électromyographie, et on va mesurer l'activité électrique des muscles du visage. Et ce qu'on a pu observer dans cette étude, c'est que lorsque les gens étaient exposés aux odeurs, pourtant qui, de nouveau, ne font pas la différence, eux, subjectivement, entre les odeurs qui ont été recueillies en situation de peur, les odeurs recueillies en situation de dégoût, ou non-odeurs. Ils perçoivent non-odeurs et les autres n'arrivent pas à les distinguer. Leurs activations faciales sont différentiellement modulées par les conditions de recueil d'odeurs. C'est-à-dire, dans la condition de peur, donc les gens ont été exposés à ces odeurs de peur par rapport au dégoût ou par rapport à la situation de contrôle, vous voyez qu'ils ont une activité du frontalis. Le frontalis, c'est ce truc qui nous fait écarquiller les yeux et qui est typique d'une expression faciale de peur. À l'inverse, pour le dégoût, vous avez un retrait labial, c'est-à-dire un tout petit mouvement quand même de... Vous connaissez cette expression faciale qui en fait a un but assez précis, c'est de fermer l'entrée sensorielle. Eh bien, eux ont une activité spécifiquement de ce muscle. Ce sont des activités qu'on ne voit pas sur le visage. Elles sont extrêmement faibles, mais elles sont significativement différentes. La personne, sans savoir qu'elle est exposée à l'odeur de X, donc dégoût en l'odeur, ou recueillie lors d'un épisode de peur ou d'un film, produit une expression faciale qui est congruente avec l'émotion qui a été induite chez l'autre. Bah, c'est incroyable. Je suppose qu'en tant qu'être humain, on a toute une communication liée à justement ces messages chimiques qui sont les odeurs et qui sont censés nous prévenir des dangers les uns des autres. Oui, exactement. Mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que des substances que moi je ne perçois pas, je suis capable de faire la différence entre ces deux odeurs, comme dans les autres expériences, aient un impact tellement fort de même modifier les expressions faciales de manière très subtile. Mais vous verrez, il y a pire. Ici, c'est le même principe, c'est qu'ils ont exposé, cette fois-ci, voilà, j'ai fait une bêtise, 48 femmes, et puis 16 femmes qui ont dû de nouveau juger de l'émotion.
Donc ces 48 femmes, elles étaient de nouveau exposées à un film qui induisait de la peur, de la joie ou aucune émotion. En principe, c'est la météo. Pourtant, la météo aussi produit des émotions. Je crois que ces choses sont comme ça. Et là aussi, lorsque vous demandez à ces 16 femmes de juger les expressions de peur alors qu'elles sont exposées à l'odeur recueillie chez d'autres femmes qui ont également eu peur, eh bien, vous avez un biais lorsque la situation est ambiguë, c'est-à-dire au milieu de ce morphine de neutre à peur, en termes d'expression faciale. C'est-à-dire qu'elles disent plutôt qu'il y a de la peur. Aussi, en étant tout à fait incapable de faire la différence subjective. Et ça a été répliqué. Donc on aime bien répliquer ces temps parce qu'il y a quand même Ok. Un autre phénomène aussi. Donc ça, c'était toute une série de travaux sur les modulations de jugement d'expression faciale ici, ou bien de sa propre expression faciale par rapport à l'exposition à des odeurs qu'on est incapable de discriminer. Ici, c'est un peu un phénomène opposé. On va vous donner un contexte, et puis ça va complètement modifier la manière que vous avez d'appréhender l'odeur. Vous allez voir que c'est assez évident. Donc ils ont pris 4 odeurs différentes. Une odeur de fleurs, une odeur dite de plastique brûlé. Donc on travaille avec Firmenich, en fait, qui est le producteur des jus Chanel. Donc eux, ils sont capables de faire des milliers d'odeurs différentes, facilement. Et donc on travaille avec eux pour avoir toutes ces odeurs qu'on utilise, différentes expériences délirantes. Et ils ont surtout pris ce qu'on appelle une odeur d'acide isovalérique. C'est une odeur assez désagréable, qui sent un peu le fromage, qu'ils ont mélangé avec une odeur de cheddar, du fromage. Mais qu'on a labellisé, en la présentant aux gens, comme étant une odeur corporelle ou comme étant une odeur de fromage. En fait, vous savez bien l'histoire des chaussettes, si vous présentez une même odeur en disant qu'elle est une odeur corporelle ou en disant qu'elle est une odeur de cheddar, eh bien, surprise, surprise, l'évaluation que font les gens est complètement différente. C'est-à-dire qu'on aime, en général, les gens aiment bien le fromage, pas tout le monde. Et donc, ils ne disent pas non plus que c'est super agréable dans le fromage. Ça va plutôt vers du moyennement neutre. Alors que lorsqu'on leur dit que c'est une odeur corporelle, ils disent clairement que c'est vraiment pas agréable. Et puis il y a une région dont on a déjà parlé, cérébrale, qui s'allume, donc qui se suractive dans cette situation et qui est corrélée au niveau de plaisir éprouvé. Eh bien, c'est ce fameux cortex orbitofrontal qui est juste au-dessus de vos yeux. Et c'est dans cette région-là que se réalise la mise en valeur par le contexte ici sémantique, qui est exactement la même odeur, mais qui est présentée soit comme une odeur corporelle, soit comme une odeur de fromage. Je parie que si les gens avaient faim, ce serait encore plus fort la faim. Et puis vous avez nos players habituels, vous avez aussi des réactions amygdaliennes très fortes. Il faut savoir que l'amygdale, elle peut réagir aussi bien à des choses positives qu'à des choses négatives, même si elle réagit plus fort à des choses négatives en général. Et pour le moment qu'elle est impliquée dans toute la détection de ce qui est pertinent pour nous, ce qui est important, pour différentes raisons. Et l'activation du piriforme, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce premier cortex olfactif. Mais le plus intéressant, c'était cette activation du cortex orbitofrontal qui est corrélée au plaisir éprouvé
alors que l'odeur est exactement la même, mais présentée dans un contexte sémantique de sens, de signification différente. Oui. Est-ce qu'on sait si les individus, à part dans les situations où il y a des odeurs qu'on ne peut pas percevoir pour des raisons Y, quand on perçoit une odeur, est-ce qu'on perçoit tous la même chose? Non. Ben non. Enfin, c'est ça qui est affreux. C'est qu'on n'a aucune idée. Enfin, moi, quand vous me dites une odeur de fromage, vous avez une expérience subjective. C'est ce problème des qualia, les philosophes. On met un mot sur le fromage, puis on tombe d'accord sur quel fromage. Mais l'expérience que vous avez, vous, du fromage à l'intérieur de vous, moi, j'en ai aucune idée. Et j'y ai pas accès, à part à travers ce système de langage qu'on a développé pour essayer d'en parler. Mais j'ai à jamais accès à qu'est-ce que pour vous est l'expérience du rouge, pour vous est l'expérience du fromage. C'est vraiment individuel. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect où, par exemple, si on demande aux gens de juger fromage, comment j'aime ça, il va y avoir des différences. Tout le monde va être d'accord pour dire que la menthe c'est plutôt agréable, tout le monde va être d'accord pour dire que le citron c'est plutôt énergisant, etc. Mais le fait que vous, qu'est-ce que vous vivez en vivant cette expérience du citron, on peut penser qu'on est quand même assez cohérent et puis qu'on partage des représentations ensemble qui sont vraiment partagées. Mais vous avez bien vu qu'avec la robe, ça ne marche pas. Mais vous avez vu qu'avec l'échiquier, ça marche très bien. Donc il y a toute une granularité en fait de ces différences de subjectivité qui vont jouer un rôle important. Mais n'empêche, et ça les philosophes l'ont dit, c'est-à-dire le qualia, c'est l'expérience personnelle de quelque chose, est inatteignable. On aime bien se serrer la main dans nos sociétés ou se faire des bisous, se dire bonjour. Et il y a une équipe qui a réalisé une expérience très intéressante, qui est celle où ils vont observer les réactions des gens lorsqu'ils se serrent la main. Et là, je vais mettre une petite vidéo. Si je suis toujours connecté à ça, vous voyez les vidéos? C'est juste la musique pour l'instant. C'est une petite pause. Je vais sortir de la présentation. Donc ils ont fait une expérience dans laquelle ils venaient serrer la main des gens. Et ils ont observé le nombre de fois qui rapprochaient leurs mains vers leur nez. En fait, c'est des petits mouvements qu'on fait, on ne se rend pas compte. Là, il a serré la main droite. Et là. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que lorsque les gens font ça, ils respirent d'une manière différente. Vous le voyez sur, vous allez le voir sur cette image. Ici, vous avez en fait
on mesure l'inhalation et l'exhalation. Et vous voyez qu'ici, en fait, il fait un pic au moment où il met sa main vers son nez. Et ils ont systématiquement étudié ce phénomène pour essayer de comprendre qu'est-ce que font bien les gens après qu'on se serre la main. Donc ils ont fait aussi une autre expérience dans laquelle ils ont serré les mains et quantifié un certain nombre de molécules. Et en fait, il y a 3 molécules qui sortent, c'est le géranilacétone, le squalène et l'hexadéconaïque, qui sont présents plus sur un gant lorsqu'on a serré une main que lorsque ça n'a pas été serré. Donc il y a des substances qui, lorsqu'on se serre la main, on les transfère à l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait spontanément? Il met sa main vers le nez. Donc ici vous avez un autre exemple, cette fois-ci d'une femme. Alors c'est donc ici ça démontre le nombre de fois, donc lorsqu'il y a, donc parce qu'ils ont fait évidemment des expériences assez propres, c'est pas un gros chemin. Donc ils avaient aussi des conditions dans lesquelles la personne venait dans le laboratoire, mais ne leur serrait pas la main. Et donc ils ont mesuré le nombre de fois qu'ils mettent leurs mains vers le visage quand vous avez eu la poignée de main ou quand vous n'avez pas eu la poignée de main. Ils le mettent beaucoup plus. Ils le mettent beaucoup plus, mais ils ne le mettent pas au hasard. Ça, c'est encore plus bizarre. C'est que quand c'est du même sexe, c'est-à-dire quand il serre la main d'une femme, une femme serre la main d'une femme, elle met bien cette main-là qui a été touchée vers son nez. Mais quand c'est un homme, elle met l'autre main vers son nez. Et ce, de manière assez systématique. Hein. Donc ici, vous avez des graphiques, je ne dis pas de bêtises. Il y a des différences énormes en fonction du genre. Donc quand c'est le même genre, c'est la main droite, c'est-à-dire celle qu'on serre, qui est portée au nez. Et c'est exactement l'inverse quand c'est un homme pour une femme pour un homme. Donc on ne comprend pas bien pourquoi encore. Mais l'hypothèse, c'est que within gender, donc femme pour femme, homme pour homme, on évalue en quelque sorte la composition chimique de notre équivalent. Alors que dans l'autre cas, l'hypothèse qu'ils ont formulée, c'est que vous vous rassurez avec votre propre odeur. Comme d'avoir été touché par autrui dans notre sexe induira un besoin, de par cette contamination, de se rassurer et de redonner du... C'est une interprétation, hein, c'est à tester. Quoi. Mais c'est étonnant à quel point c'est fort et robuste, parce qu'ils n'ont pas fait ça sur 10 personnes, ils ont fait ça sur 173 personnes. Oui. Si ils ont testé par rapport aux préférences sexuelles ou pas? Oui, alors voilà, c'est exactement ce que je suis en train de penser, donc je pense que ce serait intéressant de voir si c'est lié, parce que peut-être que c'est pas du tout lié à des aspects sexuels. Oui. Est-ce que d'une culture à l'autre, il y a les mêmes chiffres dans le même sens? Ça n'a pas été fait. C'est une étude assez récente. Ouais. Et maintenant, évidemment, ça va. Il y a plein de gens qui sont dessus. Pour essayer de comprendre que c'est lié. Mais enfin, c'est super étonnant comme. Ah, ça c'est le pompon, et donc ça va nous mener vers la fin. Ne vous inquiétez pas. Quand tu peux la classer.
Alors là, ils ont fait aussi quelque chose de très original, qui est de demander à des femmes de regarder des films tristes, puis comme vous savez, les femmes devant les films tristes, qu'est-ce qu'elles font? Elles pleurent. Moi aussi. J'aime aussi des films. Donc ils ont récupéré des larmes de femmes dans des petits tubes. Et puis ils ont placé ces larmes sur des petits tampons sous le nez d'hommes. Vous allez voir que c'est pas par hasard. Et donc il y avait des hommes qui avaient des larmes de femmes et puis des hommes qui avaient de la substance saline. Alors comme d'habitude, ils n'ont aucune idée que c'est différent. C'est-à-dire les gens sont complètement au hasard pour dire si c'est des larmes ou si c'est une solution saline. Et puis on a demandé aussi à ces hommes, après, et vous allez voir, c'est toute une série de mesures, de juger de la tristesse de visage de femmes. Et donc évidemment, eux, ils n'ont pas vu les femmes pleurer. Hein. Ils n'ont que l'odeur, enfin, le chimique des larmes. Et de juger de l'attractivité sexuelle de femmes. Alors, c'est assez simple. Quand vous demandez de discriminer qu'est-ce qui est des larmes, qu'est-ce qui est de la substance saline, chance, level, ils n'ont aucune idée, c'est complètement du hasard. Incapables de discriminer. Nous sommes incapables. Les hommes ne sont pas faits chez les femmes. Les hommes. Incapables de différencier une intensité quelconque. Incapables de dire si c'est plus ou moins plaisant. C'est tout pareil. Et aucune différence non plus sur la familiarité. C'est ce qu'on appelle des mesures de contrôle pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'aurait pas capté. Très bien. Par contre, systématiquement, les hommes jugeaient, qui étaient exposés à ces larmes, sous leur nez, jugeaient moins attractivement sexuels les visages qu'on leur présentait. Comme si le fait d'être exposé à des substances volatiles de pleurs de femmes réduisait l'attraction sexuelle sur les hommes. Comment ça se que tu veux ça? Donc une grosse différence avec ceux qui ont le truc salin, la substance saline sous le nez. Pourtant, ils n'ont aucune idée. Et donc, ça fait un double aveu. Hein, c'est-à-dire que l'expérimentateur ne sait pas non plus quel petit tampon il met sous le nez. En plus, les mesures physiologiques, ici, cardiaques, cutanées, donc de transpiration, de fréquence respiratoire et de température cutanée, sont réduites chez les hommes qui étaient exposés aux larmes comparativement à ceux qui étaient exposés aux... C'est-à-dire que non seulement ils jugent moins attractifs sexuellement les visages qu'ils voient, mais en plus, leur système d'activation, il est réduit. Et leur niveau de testostérone diminue. Donc le niveau de testostérone salivaire diminue quand vous êtes exposé à des larmes de femmes, même si vous ne savez pas que c'est des larmes. Parce que vous ayez ce genre de phénomène, quand votre femme pleure devant vous, on comprend bien, mais que le simple fait d'être exposé à des larmes de femmes dont vous n'avez jamais rencontré impacte comme ça sur le système. Et donc là, les hommes voient des films érotiques. Et qu'est-ce que ça fait, les films érotiques? Ça active l'hypothalamus, en gros, chez eux. Et ça produit des phénomènes physiques qu'on connaît. Et donc, ils ont été voir
si lorsqu'ils voyaient ces films érotiques, comment était activé leur hypothalamus. Quand c'était sous saline, ça marchait bien. Quand ils étaient sous larmes, une réduction massive de l'activité hypothalamique. Pareil pour une autre région qui est bien connue dans la littérature, qui est les régions qui construisent la représentation du corps, des visages, des objets humains. Aussi une réduction moindre, hein, mais significative. Bah ça c'est incroyable. Donc la testostérone, moi j'aurais pas mis un sou sur cette manip. Et toi? Par exemple, oui. pour les larmes, bon ça c'est encore une perception personnelle, mais moi je rigole beaucoup, du coup je pleure de rire souvent. Oui, moi ça Mais je me suis rendu compte, par exemple, de ma perception, que quand je pleure de tristesse ou je pleure de joie, la saveur de mes larmes change. Ah. Ben ça évidemment, donc dès qu'on a vu cette étude, il faut faire l'étude avec les larmes de rire. Quoi. Ah ouais, bien sûr. Bah, je pense que ça va venir. On attend la... C'est un groupe qui est très actif dans ce domaine-là, le groupe de Sobel. Oui. Mais l'autre facette, ce serait aussi de voir si l'empathie augmente dans la même situation. C'est-à-dire que finalement, s'il y a moins de testostérone, peut-être que l'empathie, le côté protecteur va être induit par ces molécules mystérieuses. Exact. C'est-à-dire, en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est exactement ce qui est... vous avez des réseaux, et on l'a vu un peu avant, hein. On a des réseaux cérébraux qui s'activent, qui sont ceux qui sont les mêmes que pour l'empathie, quand vous êtes exposé à ces larmes. Voilà, ça c'est la dernière petite série d'études qu'on a fait à Genève. Enfin, quand je dis à Genève, c'est relatif, parce que c'est à Beijing, Singapour, Liverpool, Davis et Campinas, où on s'est intéressé en fait à caractériser quelles sont les émotions qu'éprouvent les gens lorsqu'ils sont exposés à des odeurs. Parce que jusqu'à maintenant, on est sous peur, colère, dégoût, tristesse, puis mais c'est comme dans la musique, les émotions sont plus complexes que ça dans ces domaines-là. Et donc on a demandé à 3260 filles participants dans toutes ces régions du monde, avec des collègues évidemment, de juger de plus d'une soixantaine d'odeurs. Donc il y a tout un lot d'odeurs, une cinquantaine qui étaient identiques, une dizaine qui changeaient en fonction des habitudes culinaires ou des habitudes olfactives des environnements. À Singapour ou à Beijing, c'est pas pareil qu'à l'époque. Et on a développé un modèle dans lequel en fait vous avez 6 dimensions que sont le fait du bien-être et joyeux, tout ce qui est autour de la sensualité et du phénomène O, donc l'émerveillement, une sorte d'émerveillement, tout ce qui est très énergisant / refroidissant, ça c'est tous ces phénomènes de trigéminaux que j'ai évoqués au début, le plaisir sensoriel qui est rapporté, le dégoût et l'irritation, et ce qui est quelque chose comme la relaxation, la détente. C'est ce que les gens rapportent, ça c'était environ 282 personnes. On a fait toute une série d'études pour réduire donc, le nombre d'adjectifs pour caractériser ces odeurs qui sentaient vraiment. Ce qui nous intéressait dans cette série d'études, c'est qu'est-ce qui est commun à travers les cultures et qu'est-ce qui est spécifique à la culture. Et ça, c'est toute la question autour de comment la culture structure ou forme nos relations avec l'olfaction et les processus sensoriels.
Donc on a un modèle suisse avec ces 6 dimensions qu'on a comparé à Liverpool. Et ce que vous voyez en fait, c'est qu'il y a des choses communes, hein, comme dégoût, on le retrouve dans les deux, happiness, well-being, sensualité, désir, tout ce qui est énergisant. Mais il y a aussi quelque chose autour de peacefulness. Il y a nostalgie à Liverpool que chez nous il ne sortait pas. Et pourtant c'est une dimension qui est importante reliée aux odeurs. Hein. La Madeleine de Proust fait exactement ça. Hein. Ce fait que ça nous renvoie à un souvenir très particulier. Et Your Twist of the First, tout ce qui est rapport à la nourriture. À Liverpool. À Singapour, on avait. Et donc, ça, ce sont en fait les dimensions qui sont communes aux différents pays, inclus le Brésil, inclus Chine, etc. Et c'est comme un espèce de socle de rapport qu'il y a entre les aspects olfactifs et les aspects émotionnels qui transcendent les cultures. En fait, c'est présent dans toutes les cultures. Alors que chez eux, par exemple à Singapour, il y a la notion de stimulation intellectuelle, donc tout l'intérêt, la curiosité, que chez nous on n'a pas du tout trouvé dans les descripteurs. Les gens n'utilisent pas ces descripteurs pour qualifier leur expérience. Spiritualité et tout ce qui est sentiment négatif. Donc spiritualité aussi, ça c'est très intéressant. En Inde, probablement qu'on aurait les mêmes types de réponses, puisqu'ils ont ce rapport quotidien à l'exposition à l'encens, à toute une série de traditions autour des temples avec les odeurs. Et on s'est intéressé plus spécifiquement à des différences entre les cultures, ici Genève, Liverpool et Singapour. Et ce que je voulais montrer, c'est le durian, ce fameux fruit tropical. Pour nous, l'odeur du durian est particulièrement dégoûtante. Donc ça, c'est la dimension du dégoût. Alors que chez eux, elle l'est beaucoup moins. Puisqu'ils ont cette expérience culinaire avec. Strawberry aussi, c'est marrant, strawberry, c'est nettement moins positif à cause de peut-être cet excès d'odeur sucrée, donc ça, très très sucré, alors que Liverpool et Singapour sont beaucoup plus élevés. Ici, vous avez un regroupement en fait de tous les pays en fonction des dimensions. Donc, vous avez ces fameuses dimensions, juste pour rendre compte que même au sein des dimensions qu'on partage entre les cultures, en fait, il y a des différences interculturelles sur le degré qu'on rapporte l'expérience avec les odeurs. Par exemple, il va y avoir pour le dégoût et l'irritation, en regroupement des deux endroits à Davis et Fayetteville, au Arkansas, vous voyez, plein milieu, c'est en bas, c'est tout sur le vide. Où vous avez, c'est les votes, c'est ceux qui votent pour. Ouais, ça se regroupe très bien, pourtant avec la côte californienne. La Suisse, Singapour et UK, Grande-Bretagne, sur dégoût, irritation, par exemple. C'est-à-dire que les odeurs qui caractérisent l'expérience de dégoût, irritation, sont en partie partagées et en partie pas partagées. Hein, ce qui crée ce qu'on appelle des clusters, des regroupements en fait, en fonction des dimensions qui pourtant sont partagées. Donc il y a encore des différences culturelles. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Donc on a encore un peu de temps pour les questions. Merci en tout cas pour votre attention. Et alors, oui, n'oubliez pas de renifler. Donc, on a encore un peu de temps pour des questions, je pense. Oui. Est-ce qu'on a essayé de mettre les odeurs sous microscope pour étudier les molécules qui en sortent? Enfin, ça me fait penser à la remarque du monsieur tout à l'heure sur les larmes. Parce que j'ai déjà vu une image qui circulait il y a quelques temps sur les réseaux sociaux sur la composition moléculaire des différents types de larmes, en fait. Ouais. Et je me demandais s'il pouvait y avoir un rapport avec la constitution de la transpiration, typiquement.
Donc oui, alors ce sont des techniques qui sont assez complexes et coûteuses, c'est-à-dire que ça demande des collaborations avec des chimistes qui font des quantifications des différentes molécules par spectrographie. Et c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure qui avait été fait dans le contexte des poignées de main. Donc là, en effet, ils ont quantifié en fait les différentes composants qui caractérisaient la poignée de main. C'était cette slide. Et vous voyez qu'en fait, donc quand vous analysez ce qui est sur le gant, vous avez en fait la présence de molécules organiques qui ne sont pas là s'il n'y a pas cette poignée de main. Et vraiment que ces éléments-là sont critiques dans ces mécanismes qu'on a vus de se sentir les mains. Mais vous avez vu que c'est étrange parce qu'on sent nos mains que quand on fait comme ça. Donc là, les mécanismes, enfin les fonctions de ces phénomènes sont encore sous le microscope des chercheurs. C'était aussi le cas pour les hommes. Ils avaient aussi la même réaction de changer de main. Exactement. Ouais, c'était le cas pour les deux. Ouais. Donc les hommes avec des femmes prennent l'autre main qu'ils n'ont pas serrée. J'ai une question sur la perception des odeurs du système. On m'a conseillé une fois de ne pas essayer plus de 3 parfums différents à la suite pour choisir un parfum, parce qu'au bout de 3, enfin le 4e, c'est déjà biaisé, est-ce que le système est déjà saturé Exactement, oui, c'est tout à fait vrai. Le système se sature facilement, parce qu'en fait, comme c'est un système de cils dans la muqueuse, une fois qu'elles sont dépolarisées, ces cellules qui codent pour une odeur donnée, eh bien, elles sont ce qu'on appelle en période réfractaire, et plus vous allez les solliciter, plus la période réfractaire va s'allonger. Ça, c'est un phénomène biochimique connu. Ce qui fait qu'en fait, ça s'habitue très rapidement. Mais cette fonction vraiment des caractéristiques aussi émotionnelles de ces odeurs. Par exemple, les odeurs dégoûtantes, on ne s'habitue pas. C'est très compliqué de rester sous une odeur de viande avariée pendant plusieurs minutes. Vous avez vraiment des phénomènes de dégoût, de rejet. Donc l'habituation, elle est beaucoup plus forte pour ce qui est plaisant que pour ce qui est déplaisant dans l'olfaction. D'accord. Juste, donc cette saturation, elle arrive plus vite. Enfin, quand on va par exemple au restaurant, on arrive à goûter puis avoir beaucoup plus de goûts différents à la suite. Enfin, en se lassant peut-être moins, on peut boire des ouais, vous êtes moins en train de renifler comme un fou, une folle au parfum. On a aussi une quantité de produits qu'on shoot là, en reniflant les parfums qui est inhabituelle. Donc on sature le système. Oui. Est-ce qu'il y a des études chronologiques qui étudient l'odorat sur une période, sur plusieurs générations, par exemple? Est-ce qu'il y a des évolutions? Ah ben non, ça coûte une fortune. Puis en plus, c'est désespérant parce que quand vous commencez l'étude, vous serez à la retraite quand elle sera à la moitié. Il y a peu de gens qui sont d'accord de passer leur vie à. En fait, le système scientifique aujourd'hui ne permet plus de faire ça. Oui, bien sûr. Alors, on peut faire ça dans des études transversales. Mais vous avez raison que dans ces études transversales, on est sur une même période d'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que si on va dans les années 1800, le rapport aux odeurs était sûrement très différent. Alors, on n'a aucune donnée là-dessus. Par contre, dans l'histoire de l'individu, là, il y a plein de données. Les études commencent avec les nouveau-nés lorsqu'ils naissent, même un peu avant, parce qu'on a exposé, par exemple, des femmes à de l'anis pour voir si à la naissance, le bébé s'oriente différentiellement vers l'anis ou pas. Oui.
C'est-à-dire que le bébé, il sent ce que la maman mange, c'est-à-dire à travers le liquide amniotique, son système olfactif qui est stimulé, donc il s'habitue. Et c'est aussi quelque chose qui, avec la voix de la maman, passe du monde intra-utérin à extra-utérin. Et puis avec l'âge, comme beaucoup de... Mais ça se garde très tard. Mieux cognition. Oui. J'ai encore une question sur la promiscuité. Par exemple, en prison, quand on a 5 personnes dans une même cellule, est-ce qu'il y a une accoutumance? Est-ce que l'organisme développe des stratégies? On peut imaginer qu'il y a une habituation. D'ailleurs, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que chez chacun de chez vous, dans l'appartement, il y a une odeur particulière, mais que vous ne sentez plus depuis longtemps. Par contre, les gens, quand ils viennent chez vous, ils la sentent. Mais probablement que oui, il y a un phénomène d'habituation. En plus, donc s'ils restent plusieurs années ensemble, l'équipe, ça ils doivent s'habituer. Ils ne peuvent même plus sentir. Non, non. Encore une petite chose. Chez les animaux, pourquoi ça nous fascine ces mécanismes d'exposition à certaines molécules qui ont des effets comme ça si forts? C'est parce qu'en fait, on n'a plus un organe dans notre système épithélial olfactif qui s'appelle l'organe voméronasal. Il est très présent chez tous les mammifères et chez nous, il est complètement dégradé. Il n'existe plus. Donc on se demande où il est passé. C'est pour ça qu'il y a toute une résistance à penser que les hormones ont beaucoup d'effets sur le plan volatile chez nous, parce que l'organe qui est utilisé pour ça chez les animaux, c'est l'organe voméronasal. Chez nous, il est complètement disséqué. On pense qu'il c'est extrêmement compliqué à étudier, on pense qu'il s'est réparti un peu dans l'épithélium olfactif. C'est ce qu'on pense. On ne sait pas. C'est très compliqué parce qu'il fallait prendre des cadavres, regarder. Puis il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça. Comment est-ce qu'on sait que ça existait avant aussi chez l'homme? Non. Enfin, en tout cas, chez le Sapiens sapiens, il n'y a plus. Depuis que Sapiens sapiens est. Enfin, on pense aussi, parce qu'on n'a pas non plus de... Enfin, depuis qu'on a étudié ça chez l'animal et puis qu'on a cherché chez l'homme, on ne l'a pas trouvé. Mais les grands singes, ils l'ont encore? Oui. Et là, ils ont toute une espèce de plein de rituels avec les odeurs. Mais nous aussi, bien, ça. Je sais pas. Ok, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.